La dégradation de la note de crédit de la France par S&P, qu'on a largement commenté ces dernières heures, qui n'inquiète, mais pas du tout apparemment, les marchés financiers. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Si cette dégradation de la note de crédit est un coup dur pour Bercy, peut-être même pour le gouvernement d'un point de vue politique, quand on regarde les coûts d'emprunt de la France sur les marchés, on était à 3,15 vendredi, on est à 3,03, à peine 3 plus aujourd'hui. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est à ne rien y comprendre. Pour le commun des mortels. Oui, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet. En fait, que, cette dégradation n'a aucune influence sur les marchés. Alors, il y a pas mal d'explications, en fait, mais on va dire il y en a deux principales. Une qui est assez conjoncturelle. C'est simplement que c'était attendu, puisqu'ils étaient sous une perspective négative, sous surveillance négative par Standard & Poor's, et donc c'était assez attendu. Plus personne ne croit à la trajectoire du gouvernement pour le retour en dessous des 3% du déficit en 2027. Voilà, et donc ça confirme ce que dit le FMI, ce que disent les autres agences. Par contre, je vous coupe juste, mais hier Patrick Artus était à votre place et il nous expliquait que la seule surprise, c'est qu'en général, les agences de notation attendent un mouvement sur les marchés de défiance pour dégrader et ne précèdent pas le mouvement de marché. Voilà, Oui, mais en même temps, finalement, ils reviennent au même niveau que Fitch. Et donc, c'est une forme de normalisation. Et puis, l'autre aspect qui est aussi assez conjoncturel, c'est que c'est quand même le deuxième pays de la zone euro, de l'Europe, et il n'y a plus de dette allemande, on ne peut plus en acheter, enfin elle est trop rare, quoi. Donc il n'y a plus de Bund, comme on dit, et donc Bund parce que les comptes publics voilà, parce qu'ils en émettent moins, ils sont beaucoup moins productifs que nous dans ce domaine, ouais. Et donc on se reporte sur sur la France, qui est un grand pays avec beaucoup d'obligations à vendre, mais aussi qui offre des perspectives beaucoup plus importantes, effectivement, que des pays plus petits. Puis ça, c'est le premier niveau, finalement. Puis après, il y a un deuxième niveau, un petit peu plus de fond sur le sujet, qui consiste à dire la dette reste bonne. Il passe de 18 sur 20 à 19 à 17. Bon, ce qu'a dit le ministre de l'économie. Ce que dit le ministre de l'économie, c'est pas faux. Elle est, par exemple, bien. Est-ce qu'on mérite 17 ? C'est ça le sujet. C'est ce qu'on mérite vraiment à 17. Tout à fait. Alors, c'est effectivement mieux que l'Espagne, mieux que l'Italie, hein, donc que les pays du Sud, alors que ses niveaux de dette sont quand même assez proches. Le Portugal fait mieux, par exemple, en termes d'endettement et de déficit. Et voilà. Et donc là, on rentre dans un niveau d'explication un petit peu plus sophistiqué, qui est de dire, en fait, c'est un très grand pays, donc on sait très bien qu'un débiteur qui est très gros, il tient un peu son créancier dans sa main. Hein. C'est l'inverse quand on est petit, mais voilà, quand on doit rembourser 1 milliard, eh bien on est un peu plus écouté, on fait un peu plus attention. Donc c'est gros, c'est un marché plus profond aussi. Et puis c'est une économie qui est quand même pas si mauvaise que ça, en dépit de ce qu'on peut voir et dire tous les jours durant cette campagne politique. C'est un pays avec une économie très diversifiée, de haute valeur ajoutée, avec beaucoup d'entreprises, une économie privée qui fonctionne finalement plutôt bien, qui a des comptes qui ne sont pas si dégradés que ça, si on tient compte des échanges, de la balance courante ou de la balance des paiements plutôt que simplement du commerce extérieur, parce que merci le tourisme, merci les grandes banques, les échanges financiers. C'est un pays aussi qui a des banques très importantes. Et donc, pour la solidité d'un éventuel remboursement, c'est extrêmement fort. Et puis, il y a un dernier argument qui est peut-être le plus important, c'est l'épargne des Français, en fait. C'est le pays, même par rapport à l'Allemagne, par exemple, c'est un pays qui épargne beaucoup et qui a surtout un patrimoine absolument considérable. Hein. On considère qu'il y a à peu près 16 000 milliards d'euros de patrimoine bâti, essentiellement donc du logement. Dans les mains des Français, plus 9 000 milliards de foncier.
Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une espèce de base de fortune qui fait que si un jour la France a vraiment besoin de rembourser plus rapidement que prévu, elle a un moyen simple, c'est qu'elle peut taxer ça. Et c'est une base qui est tellement considérable par rapport à la dette. Hein. La dette, c'est donc c'est 110% du PIB, donc voilà, donc ça approche des 3 000 milliards. Et là, on est sur des montants qui sont beaucoup plus, qui sont 10 fois ça, et donc qui sont beaucoup plus considérables. Et donc, on se dit, c'est un pays solide, parce que si un jour il veut faire payer un peu plus pour rembourser sa dette, ben, il suffit qu'il monte les taxes, ou alors il fait des économies. Mais en France, on a un petit peu de mal à faire des économies, comme vous le savez. Et donc, cette voie-là, qui est pour l'instant rejetée, puisque Bruno Le Maire a dit pas d'impôt, pas de hausse d'impôt supplémentaire, ben, elle est toujours là, et historiquement, c'est toujours celle qu'on emploie. Pourquoi? Parce que, en fait, la France a toujours refusé la voie qu'ont pris la Grèce, le Portugal et tous les pays qui ont une très grosse... Voilà, sous la contrainte, le Portugal moins que la Grèce, mais enfin quand même, qui a consisté à créer de la récession pendant plusieurs années, de la perte de pouvoir d'achat massive des gens, mais ensuite de se remettre sur une trajectoire à la fois plus saine financièrement et puis d'une croissance un peu plus forte. La France refuse ça les politiques refusent ça avec de bonnes raisons, c'est qu'effectivement le corps social n'est pas prêt à l'accepter. Et donc effectivement, toutes ces raisons font que la dette française, c'est encore une bonne dette. Bon, et cette absence de réaction des marchés financiers, quelque part, c'est un motif, non pas de satisfaction, mais de soulagement pour le gouvernement? Alors, c'est à la fois un soulagement, évidemment. Hein, parce qu'il y a absence de réaction des marchés et surtout baisse de 10 à 15 points de base du financement français. Oui, alors ça c'est très... À 24-48 heures, il faut trancher dans la durée. Voilà, donc on est vraiment dans le trait de la conjoncture. En revanche, le fait qu'il n'y ait pas de réaction, ça évite de mettre encore plus en difficulté le politique, alors que déjà, effectivement, il a, avec cette attitude des agences de notation et la dégradation de Standard & Poor's, évidemment, ça offre un argument de plus dans le cadre de la bataille politique. Alors, tout ça étant dit, ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle et qu'il n'y a pas de problème. En fait, ça c'est un raisonnement statique. Oui, il n'y a pas de problème pour la dette. En dynamique, c'est plus du tout la même chose. Qu'est-ce que ça sera plus tard? Il y a par exemple un chiffre qui l'illustre assez facilement, c'est que en 2020, on était à 29 milliards de charges de remboursement de la dette. On est à 60 là. Là, on est 2022, c'était 50, on arrive près des 60, et si la trajectoire se continue, on est à 80 en 2027. Juste pour rembourser les intérêts. Voilà, et donc ça sera le premier, un des premiers postes, le premier poste de dépenses de l'État. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un processus d'appauvrissement en fait des Français. Donc il y a quand même derrière un sujet, parce que si on y répond, qu'on y réponde par la baisse des dépenses, ou qu'on y réponde par plus de taxes, le résultat c'est quand même un appauvrissement général des Français. Donc on est quand même sur une trajectoire dont il faudra bien un jour sortir. Philippe, dernière question, elle n'est pas facile évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où les marchés financiers vont changer d'avis sur cette dette française qui reste l'une des plus sûres du monde, qui reste bien notée à 17 sur 20, comme nous a dit Bruno Le Maire, mais qui pourrait commencer à inquiéter? C'est ce qu'on disait, hein. Ça c'est la dynamique, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer plus tard? On sait que les taux mettent longtemps à se répercuter sur que les taux officiels mettent longtemps à se répercuter sur les taux réels des dettes, et d'autre part qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident particulier qui ferait que tout d'un coup on se retrouve avec des investisseurs privés qui ne veulent plus de dette. Mais il y a aussi un autre ressort de rappel, c'est pas le seul, alors c'est pas de l'intérieur, hein, aucun parti politique ne veut faire vraiment d'économie, donc ça ne viendra pas de l'intérieur, mais ça peut venir de l'extérieur par l'Europe.
Là, ce mois-ci, on va rentrer, donc il va y avoir une procédure pour déficit excessif lancée par Bruxelles. Alors, on ne risque pas trop les sanctions. Mais en revanche, il peut y avoir une pression de plus en plus forte pour rester quand même dans les clous de la politique budgétaire européenne, ne serait-ce aussi parce que si la France veut continuer à peser et à proposer des tas de bonnes idées comme des emprunts communs et autres, il faudra peut-être qu'elle se mette à faire un petit peu plus de discipline budgétaire, en tout cas à afficher des comptes qui soient un petit peu plus reluisants. C'est pour ça qu'on finit là-dessus, 10 milliards d'économies annoncées sur 2024. Une nouvelle louche de 10 milliards ont été annoncées, plus 20 l'année prochaine. On attend que ce soit documenté, parce que pour l'instant, ça reste des chiffres qui ont été lancés comme ça. Mais c'est... On va voir ça. Les négociations budgétaires commencent lundi prochain, ou cette semaine, je ne me souviens plus, avec Thomas Cazenave, le ministre du Budget. Et ça va être un peu ardu. Il y a un peu l'heure de vérité aussi, 2020. L'heure de vérité, et franchement, sans une action un peu franche, c'est-à-dire le rabot ne suffira pas. On a évoqué certaines pistes plus important, par exemple le gel de l'indexation des retraites. Et des prestations sociales. Mais là, tout de suite, on voit que les politiques, cette mesure-là, relativement simple, la droite n'en veut pas. Donc voilà, les Républicains n'en veulent pas, donc menacent de faire tomber le gouvernement, en quelque sorte, sur un sujet comme ça. Donc on va effectivement rentrer dans le dur des négociations. Mais voilà, il ne faut pas trop se leurrer, on ne va pas devenir l'Allemagne par un coup de baguette magique. Il y a un peu de chemin encore. France éternelle restera depuis le Moyen-Âge, c'est comme ça. Et donc, on restera avec un système qui sera toujours un peu favorable à la dette. Mais là, probablement la limite a été franchie de ce qui est supportable et de ce qui handicape la reprise de la croissance française. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David.